Bien, bonjour à tous, merci de cette invitation. Donc, en effet, je ne suis pas du tout anesthésiste, je m'occupe d'hémostase à l'hôpital Necker à Paris. Et donc, je m'occupe essentiellement de maladies hémorragiques et un peu de pathologies thrombotiques. Mes liens d'intérêt. Donc, je vais commencer par vous décrire un peu ce que c'est que ce facteur 11. Donc, c'est un facteur de la coagulation, c'est une protéine plasmatique qui est synthétisée par le foie, donc par les hépatocytes. Quelques papiers décrivent des synthèses issues de la plaquette, mais c'est essentiellement l'hépatocyte. C'est un facteur qui va être activé dans la coagulation pour s'intégrer à la cascade de la coagulation. Il est essentiellement activé par la thrombine. Et il a deux fonctions principales. La première, c'est d'activer le facteur 9 en facteur 9 activé, et donc participer à cette amplification de la génération de thrombine. Et puis, il a aussi un rôle dans la fibrinolyse. Il régule ce système fibrinolytique. Il active le TAFI, qui est un inhibiteur naturel de la fibrinolyse, qui est aussi activable par la thrombine. Et donc, de par cet effet, il va ralentir la fibrinolyse. Il est clearé essentiellement par le foie également. Il est d'abord inactivé par l'inhibiteur de la 5-estérase pour une grande majorité de ce facteur 11 activé, un peu par l'alpha-antiplasmine et l'alpha-antitrypsine, et également aussi un peu par l'antithrombine. Donc la clairance est hépatique. Les cellules qui le clearent sont les cellules endothéliales, les cellules de Kupfer, qui sont des équivalents de macrophages endothéliaux, les hépatocytes un peu également, et il est dégradé par le lysosome intracellulaire de ces cellules. Alors sur le plan biologique, le diagnostic est assez facile à poser du déficit en facteur 11. Il est posé sur un allongement isolé du TCK. Le TP est normal. Quand on a un TCK long de manière isolée, on va doser les facteurs 8, 9 et 11. Le 12 est impliqué dans l'allongement du TCK, mais n'est pas à risque hémorragique, et donc nous, on ne le dose pas. Il y a des équipes qui ne le dosent pas, certaines le dosent. Et donc, on a un diagnostic en termes de déficit isolé, soit un déficit en facteur 8, soit un déficit en facteur 9, soit un déficit en facteur 11, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on parle d'hémophilie A dans le déficit en facteur 8, d'hémophilie B dans le déficit en facteur 9. Et autrefois, on appelait le déficit en facteur 11 hémophilie C ou maladie de Rosenthal. Aujourd'hui, on se contente de parler de déficit en facteur 11. Le taux biologique plasmatique normal est supérieur à 60% et on parle en général de déficit sévère quand on est en dessous de 15-20% globalement. Sur le plan génétique, le gène du facteur 11 est autosomique, il est sur le chromosome 4, et donc la transmission de cette maladie constitutionnelle est autosomique, et elle touche également les patients des deux sexes. C'est une protéine qui va finalement avoir une structure dimérisée, glycosylée, surtout N-glycosylée. Et puis, il y a très nombreuses mutations qui sont décrites, à peu près une centaine. Mais dans les formes sévères de déficit, les mutations sont surtout homozygotes ou hétérozygotes composites. Et elles sont responsables de formes sévères qui sont finalement rares dans la population, à peu près 1 pour 1 million dans la population générale. Il y a néanmoins certaines populations où la prévalence est plus importante. Dans la communauté juive ashkénaze, l'incidence de l'hétérozygosie est importante, 1 pour 8 patients. Et donc, on retrouve chez ces patients une forme d'homozygosie à 1 pour 200, donc c'est fréquent, avec 2 mutations simplement qui représentent plus de la moitié des mutations de cette population. Pareil, il y a 2 autres populations, une dans le Pays Basque et une dans le sud du Royaume-Uni, où on retrouve un effet fondateur avec une mutation responsable d'à peu près 15 à 20% des cas de déficit sévère. Et puis en général, la mutation va conduire à un déficit de synthèse de l'antigène du facteur, qui ensuite, secondairement, va avoir du coup comme conséquence d'avoir un déficit en facteur 9 activé, en facteur 11 activé par contre, mais un petit pourcentage de ces mutations va conduire à une quantité d'antigènes plus élevée avec une activité plus basse. Alors sur le plan clinique, ces patients ont un phénotype hémorragique qui est assez variable et on dit classiquement que dans le déficit en facteur 11, il y a une mauvaise corrélation entre l'intensité du déficit et l'intensité de la symptomatologie hémorragique du patient. Et donc on voit là que, vous voyez, les patients qui saignent, qui sont en dessous de 20%, sont majoritaires chez les patients qui ont une symptomatologie hémorragique, mais néanmoins, il y a des patients qui ont une symptomatologie hémorragique alors que le déficit n'est pas si important que ça, et même avec des taux de facteur 11 normaux. Et donc les circonstances diagnostiques chez ces patients lorsque le déficit est dit sévère, inférieur à 15%, on retrouve le diagnostic sur l'indication du phénotype hémorragique dans une vingtaine de % des cas. Sinon, ce sont des patients qui ont saigné en contexte chirurgical, le plus souvent des chirurgies muqueuses, ORL, stomato, digestives, etc. Plus rarement orthopédiques, donc c'est surtout muqueux, et parfois post-traumatique.
L'histoire familiale et l'allongement du TCK représentent la majorité des contextes où on fait le diagnostic de déficit en 11. Les dépistages familiaux, c'est à peu près un peu moins d'un tiers des cas, et la moitié des cas, c'est simplement sur un allongement du TCK vu de manière fortuite. Alors avec tout ça, il est un peu difficile de déterminer des seuils hémostatiques pour un geste chirurgical, par exemple. Et donc vous voyez là, il y a 2 travaux italiens, un publié en 2004, l'autre en 2012. Et puis un travail français qui a fini par aboutir à ce PNDS déficit rare. Et ce tableau est issu du PNDS. Le premier travail italien mettait le seuil hémostatique à 15-20%. En 2012, pareil, les Italiens montraient un seuil pareil à 20-25%. Et puis pour le PNDS, au vu de toute la littérature plus récente, on a mis un seuil entre 15 et 30%. Donc c'est pour vous dire comment c'est difficile. Et il y a un astérix qui dit qu'il faut faire attention au phénotype hémorragique du patient en plus du taux. Donc pour vous dire que c'est pas simple. Et puis, je crois que je ne peux pas parler de déficit en facteur 11 sans parler de ce travail de Claire Flojac et Emmanuel de Roncourt sur les anesthésies péridurales et les rachianesthésies chez les femmes déficitaires en facteur 11 à l'accouchement. Elles ont récupéré, c'est un travail rétrospectif, mais elles ont récupéré 314 cas d'anesthésie péridurale et de rachianesthésie. Et vous voyez que, globalement, dans nos pratiques, il y a simplement 13 patientes qui ont eu une péridurale ou une rachianesthésie avec des taux inférieurs à 30%. Et donc, finalement, on est à peu près tous d'accord pour mettre ce seuil hémostatique à 30%. Alors, on va parler également de la symptomatologie thrombotique de ces patients, puisqu'on va finalement évoluer vers une thérapeutique anticoagulante peut-être avec ces anti-11. Et donc, on se rend compte que ces patients, lorsqu'ils sont déficitaires en facteur 11 avec des taux inférieurs à 15%, sont potentiellement protégés du risque de thrombose veineuse profonde de manière significative par rapport à la population générale. Pareil pour le risque d'AVC ischémique, ils sont plutôt protégés. Il y a eu 2 études sur l'infarctus du myocarde, une qui était combinée avec celle qui comparait les AVC, et il n'y avait pas de différence, et puis elle confirmait l'étude précédente qui montrait que pour l'infarctus du myocarde, il n'y avait pas de différence entre patients déficitaires en facteur 11 et patients avec des taux normaux. Et à l'inverse, lorsque les taux sont élevés, supérieurs à plus de 90e percentile, voire 95e percentile, ces patients sont potentiellement plus à risque thrombotique. Donc il y a plus de risque d'AVC ischémique chez les patients dont le taux de facteur 11 est supérieur au 95e percentile, avec un odds ratio quand même à 5, donc non négligeable. Et pour la thrombose veineuse profonde, l'odds ratio est à 2. Alors, on va parler un peu d'autres diagnostics du facteur 11. Ce déficit est essentiellement congénital et constitutionnel, et c'est ce que je viens de vous décrire là, avec les mutations connues et souvent homozygotes ou hétérozygotes composites pour les formes sévères. Il existe des cas de déficit acquis, ils sont beaucoup plus rares dans la population. Ils sont liés à des auto-anticorps anti-11 et ils surviennent dans un contexte essentiellement de maladies auto-immunes, auto-inflammatoires, donc des lupus, voilà, des myalgies parfois, et puis parfois dans des contextes un peu paranéoplasiques, entre guillemets, des hémopathies malignes ou des cancers solides. Et ces patients-là ont, sur le plan phénotypique, une symptomatologie hémorragique très atténuée. Le diagnostic biologique reste le même, un TCK allongé de manière isolée, un 8 et un 9 normal, un 11 déficitaire, et en plus, puisqu'il s'agit d'un anticorps anti-facteur 11, la présence d'un inhibiteur spécifique de l'anti-11 qui est dépisté par des techniques Bethesda sur le plan biologique. Un diagnostic pareil que parfois on peut évoquer sur des déficits en facteurs de coagulation, ce sont des anomalies de glycosylation des protéines. Je vous disais que le facteur 11 est une protéine glycosylée, comme le sont d'ailleurs les autres protéines de la coagulation. Les patients qui ont des anomalies congénitales de glycosylation des protéines ont des déficits en facteurs de coagulation, essentiellement des déficits en facteur 11, le plus souvent associés à des déficits en antithrombine, et donc ils sont en grandissant bien plus à risque thrombotique qu'hémorragique. Et ils ont également, dans ce contexte d'anomalie de glycosylation, d'autres pathologies associées, le plus souvent neurodéveloppementales, parfois hépatiques, voilà, etc. Et puis on rajoutera probablement à ces diagnostics différentiels les patients traités par anti-11.
Alors, comment on prend en charge ces patients? En première intention, lorsqu'un patient déficitaire en facteur 11 a un épisode hémorragique clinique post-traumatique ou en contexte chirurgical, le traitement de première intention, c'est l'antifibrinolytique. Alors, il est très prescrit. On est très rassuré sur le risque thrombotique de ces molécules. On a 2 contre-indications essentielles à respecter, c'est le contexte de CIVD et la phase aiguë de thrombose. Deux autres situations particulières sont à évoquer. Elles ne sont pas des contre-indications strictes, mais elles sont à avoir une vigilance particulière. L'insuffisance rénale terminale doit nous conduire à adapter les posologies de ces antifibrinolytiques. Et les patients épileptiques, également, pour lesquels on doit avoir une vigilance, c'est un médicament qui abaisse le seuil épileptogène. Donc pour des patients bien équilibrés sous un antiépileptique, qui convulsent quasiment pas. En général, les neurologues avec qui on travaille autorisent la prescription d'antifibrinolytiques. Certains autres patients sont parfois très mal équilibrés, ont une plurithérapie antiépileptique et parfois on arrive à des contre-indications. Deuxième élément thérapeutique, c'est la transfusion de plasma frais congelé. Ça, vous connaissez parfaitement. On considère simplement qu'on augmente à peu près de 10% le taux de facteur 11 du patient qui reçoit une transfusion de PFC à 10 ml/kg à peu près. Voilà. Et donc, on adapte en fonction du risque hémorragique de la chirurgie, par exemple, si on fait acide antifibrinolytique seul ou plus ou moins transfusion de plasma. 2 autres modalités thérapeutiques existent, qu'on utilise aussi parfois, les concentrés de facteur 11, qui sont à réserver évidemment aux déficits les plus sévères. L'objectif est d'obtenir un taux autour de 30-40%. Au-delà, on expose les patients à un risque thrombotique, et donc la posologie est à surveiller 15 à 30 unités kilo, avec une surveillance biologique du taux de facteur 11. La demi-vie est assez longue, et donc il ne faut pas répéter de manière trop rapprochée le traitement substitutif. Donc il expose à un risque thrombotique sinon. Et ces concentrés de facteur 11 sont maintenant fabriqués pour contenir, en plus de l'antithrombine, de l'héparine et un inhibiteur de la C1-estérase pour clearer le facteur 11 activé. Et un point de vigilance, puisque ça contient de l'héparine, se méfier des patients avec une antécédente TIH type 2. Les effets indésirables décrits sont les événements thrombotiques, une thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, AVC, parfois CIVD compliquant des supplémentations un peu actives en facteur 11. Des inhibiteurs sont décrits chez des patients ayant des déficits sévères après exposition à ce type de concentré, et une vigilance particulière pour les patients âgés, les patients évidemment qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires ou thrombotiques, puisque c'est un effet indésirable direct. Dernier médicament dont on dispose, c'est le facteur 7 activé recombinant. Il est réservé uniquement aux patients qui ont des anticorps antifacteur 11 circulant avec une symptomatologie hémorragique qui nécessite ce type de supplémentation. La posologie classique de ce médicament est à 90 microgrammes par kilo dans l'hémophilie, par exemple. Et donc, chez ces patients-là, la posologie est nettement inférieure pour ne pas les exposer à un risque thrombotique, 15 gamma-kilo par injection. Et donc, on va évoluer à partir de ce facteur 11 vers probablement des médicaments antifacteur 11 qui vont peut-être être une forme d'anticoagulation potentielle à l'avenir. Et donc, l'idée est partie évidemment de ce déficit qui finalement sur le plan phénotypique est assez modéré en termes de risque hémorragique, avec peut-être une protection du risque thrombotique, thrombose veineuse profonde et AVC. Et donc, l'idée est d'aller vers ce type d'anticoagulation dans les indications de prévention de la thrombose, de l'AVC, etc. J'en dirai pas plus, les topos d'après arrivent. Et donc, il y a 3 moyens globalement de bloquer ce facteur 11, soit d'avoir des anticorps antifacteur 11 directs, soit d'avoir des petites molécules qui vont interférer avec le facteur 11 activé, soit d'avoir directement des ARN interférant avec l'ARN messager du facteur 11 et induire comme ça une absence de synthèse du facteur 11 et un déficit induit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le facteur 11. Donc, en conclusion, il a un rôle dans l'activation du facteur 9 et la génération de thrombine, et dans la fibrinolyse. Et donc, le rôle des antifibrinolytiques est important chez les patients déficitaires. Le phénotype est plutôt modéré sur le plan hémorragique, le plus souvent provoqué, avec un risque thrombotique finalement plutôt protecteur.
Les thérapeutiques dont on dispose, c'est essentiellement les antifibrinolytiques et le plasma frais congelé. Les concentrés de facteur 11 et le facteur 7 recombinant activés sont à réserver aux situations les plus à risque hémorragique et chez les patients qui ont des inhibiteurs pour le facteur 7 actif recombinant. Et puis, on va probablement évoluer vers des thérapeutiques qui vont nous conduire à réfléchir à la prise en charge de ces patients, lesquels, je ne sais pas, peut-être les patients à plus haut risque hémorragique, et puis chez qui on va potentiellement induire un déficit en facteur 11. Et donc, la question est comment les prendre en charge sur le plan chirurgical. Est-ce qu'on aura recours à ces mêmes thérapeutiques en fonction probablement du mode d'action du médicament antifacteur 11 qu'a reçu le patient. Voilà, je vous remercie de votre attention. Beaucoup de questions.